Un calme étrange recouvre Ouagadougou, une paix si tendue qu'elle ressemble à l'immobilité avant l'orage inévitable. Les marchés se taisent, les musiques s'éteignent, remplacées par le ronron obstiné des patrouilles, les checkpoints qui se multiplient et les regards inquiets au carrefour. Sous cette surface lisse, indices et rumeurs convergent vers un scénario familier soigneusement huilé, et au centre se dresse Ibrahim Traoré, symbole d'une souveraineté africaine qui inspire, effraie et dérange. Si la tempête revient, que reste-t-il à un peuple lorsque chaque transition invoque la démocratie tout en portant la marque d'ailleurs hier cachée, aujourd'hui flagrante? Ce qui se joue aujourd'hui à Ouagadougou dépasse le sort d'un homme. C'est un test grandeur nature pour l'idée même de souveraineté africaine face à un monde qui n'a jamais vraiment accepté qu'un petit pays du Sahel puisse dire non. La promesse d'Ibrahim Traoré est simple: rompre le cycle des dépendances et prouver qu'un État africain peut s'émanciper sans tuteur. Mais derrière cette promesse, le risque est immense. Chaque geste, chaque décision, chaque mot devient un signal interprété à Washington, Paris ou Bruxelles comme une provocation. L'indépendance n'est plus un droit, elle devient un acte de défi. Pour le peuple burkinabé, les enjeux sont concrets: sécurité, ressources, dignité. Reprendre la main sur ses terres et ses alliances, c'est reconquérir l'estime de soi nationale. Et pourtant, la tension monte. Les mêmes forces qui ont façonné l'instabilité du continent semblent prêtes à frapper de nouveau. Les premiers signaux d'une orchestration étrangère sont apparus plus tôt qu'on ne le pensait. En moins de 3 semaines, 3 missions diplomatiques annulées, 2 programmes d'aide réévalués et une brusque suspension du dialogue financier par le FMI. Ces chiffres, discrets en apparence, tracent une ligne claire. Le processus de déstabilisation suit une séquence éprouvée. Cette mini-révélation, que l'économie et la diplomatie deviennent les champs de bataille invisibles, redonne un sens nouveau au calme tendu de Ouagadougou. Car tout s'enchaîne, l'économie vacille, les récits médiatiques s'uniformisent et les chancelleries évoquent une crise démocratique à peine née. Le scénario, déjà vu en Libye, au Mali ou au Niger, se répète avec des ajustements millimétrés. Pour Ibrahim Traoré, chaque jour devient un exercice d'équilibriste. Il tente de maintenir le cap des réformes sans provoquer un isolement total. Son gouvernement a coupé le cordon colonial, resserré ses liens avec la Russie, la Chine et les voisins du Sahel, tout en préparant une intégration économique régionale inédite. Ces choix ont redessiné les lignes d'influence, réduisant la marge de manœuvre occidentale et bouleversant les équilibres établis depuis des décennies. Dans les bureaux feutrés des institutions occidentales, ce repositionnement passe pour une trahison. Les documents internes de certains cercles de décision le qualifient de danger idéologique. Car l'enjeu n'est pas seulement politique ou militaire, c'est un affrontement de modèles. Traoré incarne l'idée qu'un pays africain puisse dire non sans s'effondrer, que la désobéissance puisse rimer avec stabilité. Mais dans l'ombre, les préparatifs s'intensifient. Les forces étrangères savent que le terrain psychologique est aussi crucial que le militaire. Manipulation, désinformation, pressions économiques. Les leviers sont connus. À Ouagadougou, les rues semblent calmes, mais les esprits, eux, bouillonnent. L'histoire, encore une fois, semble prête à se répéter. Et le nom d'Ibrahim Traoré revient sur toutes les lèvres, entre crainte et fierté. Dans cette crise silencieuse, Ibrahim Traoré apparaît non comme un idéologue, mais comme un capitaine en marche forcée dans un champ miné. Ses journées, désormais rythmées par des réunions de sécurité et des briefings d'urgence, traduisent la pression constante d'un pouvoir assiégé. Pourtant, ses gestes restent mesurés. Il se rend dans les casernes, parle directement aux soldats, rappelle que la fidélité à la nation précède toute autre allégeance. À travers lui, c'est une génération entière qui se reconnaît, celle qui refuse le retour du néocolonialisme. Dans les rues de Bobo-Dioulasso, des jeunes affichent son portrait aux côtés de Thomas Sankara. Un symbole, presque un serment collectif, ne plus reculer. Cette identification populaire crée un bouclier moral, mais aussi une cible. Plus la ferveur s'étend, plus la tentation de l'éteindre devient forte chez ceux que son discours dérange. Les premières secousses économiques ne tardent pas. Retrait d'investisseurs, sanctions bancaires implicites
et campagne médiatique sur la dérive autoritaire. Chaque coup vient saper un peu plus la stabilité interne, tandis que les citoyens apprennent à vivre sous tension. Pourtant, paradoxalement, cette épreuve soude. Les réseaux communautaires se reforment, la production locale se relance timidement, et le mot souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une pratique quotidienne. La question désormais dépasse le sort d'un dirigeant. Elle touche au droit d'un peuple à écrire sa propre histoire sans tuteur. Et dans cette lutte, le visage d'Ibrahim Traoré devient celui d'une Afrique qui tente, malgré tout, de rester debout. Tout a commencé par des gestes discrets, presque invisibles. Une réunion annulée à l'ambassade de France, un rapport confidentiel filtré vers la presse internationale, puis la soudaine montée d'une rhétorique sur la perte de contrôle du régime burkinabé. En l'espace de quelques jours, la séquence classique s'est enclenchée. Isolement diplomatique, pression économique, opération d'influence. Le scénario minutieusement huilé portait la marque d'une coordination extérieure. Au sein de l'armée, la tension s'est mise à croître comme une mèche lente. Des officiers intermédiaires ont été déplacés, certains vers des régions éloignées, d'autres mis à pied pour raisons disciplinaires. En parallèle, des communications cryptées entre Ouagadougou et plusieurs capitales européennes ont été interceptées. Elles évoquaient des engagements futurs et des soutiens de transition, euphémismes derrière lesquels se cachent souvent les prémices d'un putsch. Ibrahim Traoré, conscient de ces manœuvres, a opté pour la transparence contrôlée. Dans ses allocutions, il n'a jamais prononcé le mot coup d'État, mais a multiplié les appels à la vigilance. Son ton, calme et ferme, rappelait celui de Sankara en 1987, la veille du drame. Ses adversaires, eux, misent sur l'usure du temps. Une économie asphyxiée, des approvisionnements perturbés et un moral populaire fragilisé par la peur. Pendant ce temps, le dispositif militaire s'est resserré autour des points stratégiques. Palais présidentiel, aéroports, chaînes publiques. Des drones non identifiés ont survolé les zones sensibles. Un incident mineur a été signalé près d'un dépôt logistique sans victime, mais suffisant pour déclencher un état d'alerte permanent. Dans les coulisses, des diplomates ont discrètement quitté le pays, confirmant qu'un basculement n'était plus hypothétique, mais imminent. Dans la capitale, la vie quotidienne s'est figée. Les commerces ferment plus tôt, les journalistes réduisent leurs interventions, les rumeurs circulent à la vitesse d'une onde. Pourtant, dans cette atmosphère d'angoisse contenue, un sentiment paradoxal grandit, celui d'une foi nouvelle dans la capacité du pays à résister. Les habitants murmurent que cette fois, le destin ne se décidera pas à Paris ou à Washington, mais à Ouagadougou même. La crise se transforme alors en épreuve de maturité politique. Ibrahim Traoré incarne à la fois la cible et le rempart, l'homme à abattre pour certains, le dernier verrou de dignité pour d'autres. Chaque heure qui passe prolonge le suspense, chaque silence des chancelleries occidentales amplifie le malaise. Et dans le cœur du peuple, une certitude s'installe. Le Burkina Faso vit un moment charnière, une bataille sans uniforme ni drapeau, mais décisive pour son avenir. Entre la nuit et l'aube, l'histoire retient son souffle. Le pays attend, debout, dans le calme d'avant l'orage, tandis que Ibrahim Traoré s'apprête à affronter l'épreuve que redoutent tous les dirigeants d'Afrique francophone. Celle d'un pouvoir menacé, non par son peuple, mais par les ombres qui rôdent au-delà de ses frontières. Les indices s'accumulent, dessinant une opération d'une précision redoutable. 3 rapports de renseignement émanant de sources internes et d'alliés régionaux convergent vers la même conclusion. Le Burkina Faso subit une déstabilisation planifiée. Premier chiffre clé, 17 communications chiffrées ont été interceptées entre des officiers burkinabés et des intermédiaires identifiés comme liés à des sociétés de sécurité occidentales. Chacune de ces interactions correspond à une phase de tension sur le terrain. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une architecture. Deuxième donnée, 4,8 millions de dollars auraient transité en 3 semaines à travers des comptes situés à Chypre et Genève, rattachés à des entités déjà citées dans des opérations similaires au Sahel. Ce flux financier, apparemment anodin, illustre la mécanique d'un financement indirect destiné à nourrir la dissidence militaire. Les enquêtes locales parlent de circuit gris, un terme pudique pour désigner l'argent des coups d'État contemporains. Troisième repère,
Selon les services de communication du gouvernement, la désinformation a augmenté de 230% sur les réseaux sociaux burkinabés entre août et octobre. Les hashtags les plus actifs provenaient d'adresses IP enregistrées hors du continent. Ce bombardement narratif vise à affaiblir la confiance dans l'État, à fabriquer une fatigue politique avant même que la crise n'éclate. Derrière ces chiffres, c'est un modèle entier qui se dévoile, celui d'une guerre invisible. Ibrahim Traoré, souvent décrit comme un idéaliste, semble en avoir saisi la portée. Son discours du 6 octobre, analysé par plusieurs observateurs africains, n'était pas un simple appel au calme. C'était une mise en garde codée contre les armes silencieuses du XXIe siècle, l'économie, les médias, la psychologie collective. Il y affirmait que la souveraineté ne se mendie pas, elle se défend. Chaque chiffre raconte une bataille, chaque interception révèle une fracture dans l'appareil d'État. Et pourtant, malgré la pression, le gouvernement burkinabé résiste sans sombrer dans la paranoïa. Des mesures de contrôle interne ont été adoptées, des officiers suspendus, mais sans purge massive. Le pouvoir joue la montre, conscient que l'ennemi le plus dangereux n'est pas l'opposition, mais la désunion. Ces éléments, pris isolément, pourraient passer pour de simples incidents. Ensemble, ils dessinent une opération cohérente, méthodique, étalée dans le temps. L'objectif, affaiblir la cohésion interne, justifier une intervention pour restaurer la démocratie et imposer un retour à la dépendance sous couvert d'ordre. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient bien plus qu'un chef d'État. Il est la variable qui dérange, le point d'équilibre d'un continent en quête de sa voie. Et chaque donnée, chaque chiffre rappelle que la vérité du Burkina Faso n'est pas dans les communiqués diplomatiques, mais dans la lutte silencieuse qu'il mène pour que l'Afrique décide enfin d'elle-même. Certains observateurs occidentaux soutiennent que la politique d'Ibrahim Traoré isole le Burkina Faso, l'éloignant des investissements, du commerce et des partenariats vitaux. Selon eux, en rompant trop brusquement avec les anciennes puissances, il aurait aggravé les risques économiques et sécuritaires, ouvrant la porte à de nouveaux prédateurs géopolitiques. Dans cette lecture, la souveraineté se paie d'un prix trop élevé, celui du recul social. Mais cette analyse, séduisante dans les chancelleries, oublie un détail fondamental. L'ordre ancien n'a jamais apporté la stabilité promise. Avant même l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso figurait déjà parmi les nations les plus endeuillées du Sahel, sous assistance permanente, mais sans résultat tangible. Le modèle de coopération vanté pendant des décennies n'a pas empêché l'effondrement sécuritaire ni la dépendance économique. Le contre-argument repose donc sur les faits. Depuis la rupture, les indicateurs de production agricole ont légèrement progressé, les initiatives d'autosuffisance énergétique se multiplient, et la coordination militaire régionale s'est renforcée avec le Mali et le Niger. Ce n'est pas un miracle, c'est un déplacement de centre de gravité. La solidarité africaine remplace peu à peu la tutelle extérieure. Certes, les risques demeurent, embargo latent, menaces de sanctions, campagnes médiatiques hostiles, mais le pari de Traoré s'inscrit dans une perspective longue. Transformer la fragilité en levier politique. Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant du Sahel assume publiquement que la sécurité ne viendra pas de Paris ou de Washington, mais de Ouagadougou, Niamey et Bamako réunis. La vérité souvent dérangeante est que le choix d'Ibrahim Traoré ne vise pas à isoler, mais à réaligner. Il ne rompt pas paille par orgueil, mais par nécessité. Et si ces méthodes paraissent radicales, c'est parce qu'elles heurtent un système qui, lui, n'a jamais accepté que l'Afrique pense par elle-même. Tout commence par une phrase, brève et tranchante. « Aucun vent étranger ne décidera de notre cap ». C'est la ligne qu'Ibrahim Traoré prononce devant ses soldats, au lever du jour, dans un poste avancé à la périphérie de Ouagadougou. 8 mots qui résument tout. La doctrine, la défiance, la foi. En une seule matinée, cette déclaration devient virale sur les réseaux sociaux africains, reprise, traduite, remixée, transformée en slogan continental. Mais derrière la ferveur se cache une prise de conscience. Le Burkina Faso n'est plus un simple théâtre d'opération, c'est un laboratoire d'émancipation. Chaque attaque numérique, chaque pression économique, chaque rumeur est désormais perçue comme la preuve d'un système qui refuse de perdre le contrôle. À ce moment précis, la crise cesse d'être locale. Elle devient symbole.
Le visage d'Ibrahim Traoré, à peine âgé de 35 ans, circule comme celui d'un continent qui se réveille, entre peur et orgueil. Ce n'est plus seulement un homme qu'on tente d'abattre, mais une idée, celle que l'Afrique pourrait, enfin, être libre sans permission. Les répercussions du bras de fer mené par Ibrahim Traoré se déploient sur quatre fronts distincts, national, diplomatique, économique et régional. Au niveau national, la tension politique a d'abord érodé la confiance des élites administratives, mais paradoxalement renforcé la cohésion populaire. Dans les campagnes, la population s'organise pour pallier les pénuries. Réseaux d'entraide, marchés de troc, coopératives agricoles locales. L'autonomie devient une pratique quotidienne. Le mot résistance quitte le vocabulaire militant pour entrer dans la langue commune. Même les anciens sceptiques reconnaissent à Traoré une forme de courage tranquille, celle qui rappelle les grandes figures d'émancipation du continent. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso a vu plusieurs ambassades réduire leur personnel. Les visites officielles se raréfient, mais d'autres portes s'ouvrent. Moscou, Pékin, Alger et Ankara y perçoivent une opportunité. L'alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger consolide une dynamique de défense mutuelle. Cette triangulation change la donne. Pour la première fois, 3 pays enclavés parviennent à imposer leur calendrier stratégique sans supervision extérieure. Sur le plan économique, les premières sanctions financières ont contraint Ouagadougou à accélérer son recentrage productif. L'extraction minière, autrefois dominée par les entreprises occidentales, commence à être nationalisée. Les revenus, bien qu'encore modestes, sont réinvestis dans la logistique et les infrastructures agricoles. Une baisse de 8% des importations de denrées de base en 6 mois illustre la capacité du pays à substituer l'importation par la production locale. Cette lente adaptation ne fait pas disparaître la pauvreté, mais réduit la dépendance, un changement de paradigme plus qu'un miracle. À l'échelle régionale, l'écho du Burkina Faso devient idéologique. Des manifestations de soutien apparaissent à Bamako, Niamey, Conakry et Accra. Des étudiants africains citent Ibrahim Traoré dans leurs débats comme symbole d'une renaissance politique panafricaine. Les médias occidentaux, eux, oscillent entre fascination et inquiétude, cherchant à comprendre comment un jeune capitaine a pu rallumer un feu que l'on croyait éteint depuis Sankara. Mais cette reconnaissance a un coût. La surveillance internationale s'intensifie. Les cyberattaques ciblant les institutions burkinabées augmentent de 60% selon le ministère du numérique. Les rumeurs de complot se multiplient, nourries par des fuites réelles ou fabriquées. Plus la nation affirme sa voix, plus les coups de boutoir se font précis. Et pourtant, malgré la fragilité du contexte, un fil d'espoir se tisse. Dans les rues d'Ouagadougou, les conversations ne parlent plus seulement de peur, mais d'avenir. On évoque la souveraineté comme un horizon, non comme un rêve lointain. À travers la tourmente, Ibrahim Traoré est devenu le visage d'un réveil collectif, celui d'un continent qui se redéfinit à hauteur d'homme. L'avenir du Burkina Faso se décline en 3 trajectoires possibles, 3 récits encore incertains, mais déjà en gestation. Scénario de base, la consolidation fragile. Ibrahim Traoré maintient le cap, stabilise l'appareil militaire et neutralise les foyers de dissidence sans violence majeure. L'économie, bien que ralentie, s'ajuste grâce au partenariat sud-sud et au circuit communautaire. La défiance internationale persiste, mais le pays gagne un sursis stratégique. Dans ce cadre, la priorité devient la réforme institutionnelle, recentrer le pouvoir sur les structures locales, rétablir la confiance civile et ancrer la souveraineté dans la loi plutôt que dans le seul charisme du chef. Scénario optimiste, l'effet domino panafricain. L'unité de l'Alliance du Sahel se renforce. Des accords énergétiques et miniers interrégionaux sont signés, réduisant la dépendance à l'Occident. Le Burkina Faso devient le pivot symbolique d'une Afrique de l'Ouest réaffirmée. Dans cette hypothèse, Traoré émerge comme figure d'équilibre, apte à dialoguer sans se soumettre. Le pays gagne en influence morale ce qu'il perd en confort matériel. Un troc historique. Scénario pessimiste. Le retour du chaos sous masque démocratique. Un soulèvement orchestré éclate, appuyé par des relais économiques et médiatiques extérieurs.
Sous couvert de alternance, un régime intérimaire pro-occidental reprend le contrôle, réintègre les anciennes dépendances et brise le mouvement d'autonomie. Ce scénario encore hypothétique reste redouté car il repose sur un schéma éprouvé. Promesse d'ordre, restauration de la tutelle, puis oubli. Dans chacun de ces chemins, une condition demeure, la cohésion interne. Si les citoyens burkinabés conservent la conviction que leur destin ne se décide plus ailleurs, le pays survivra, même dans l'épreuve. Si cette foi vacille, tout le reste s'effondrera. L'histoire ne se répète pas toujours, mais elle teste la mémoire. Et dans cette mémoire, Ibrahim Traoré incarne la promesse d'une génération qui, pour la première fois depuis longtemps, ose poser la question interdite. Que se passerait-il si l'Afrique cessait enfin de demander la permission d'exister ? À ce stade, l'histoire du Burkina Faso dépasse les frontières et atteint le cœur de millions d'Africains qui s'y reconnaissent. Ce n'est plus seulement un pays en crise, c'est un miroir tendu à tout un continent. Dans les cafés de Dakar, dans les campus d'Abidjan ou sur les ondes de radio communautaires au Cameroun, le nom d'Ibrahim Traoré revient avec une intensité rare. Chacun y projette ses propres espoirs, la dignité, la justice, le droit d'exister sans tutelle. Le spectateur, lui, devient acteur par procuration. Il partage des vidéos, des analyses, des prières. Cette implication émotionnelle transforme le récit politique en mouvement de conscience. Le sort du Burkina Faso n'est plus perçu comme lointain, mais comme une expérience collective de résistance. Dans ce nouvel imaginaire, un jeune capitaine d'armée devient le visage d'une renaissance culturelle, celle d'une Afrique qui refuse d'être racontée par d'autres. Pourtant, l'identification comporte ses pièges. La ferveur peut se muer en attente messianique, la solidarité en mythe figé. C'est là que réside le véritable défi, transformer l'admiration en engagement durable, la colère en stratégie. Le message d'Ibrahim Traoré n'appelle pas à l'adoration, mais à la continuité. Ce que le spectateur africain doit retenir, c'est qu'un destin collectif ne se délègue pas. Il se construit patiemment à travers la vigilance, l'éducation et la mémoire. Et cette mémoire commence aujourd'hui, à Ouagadougou, dans le regard d'un peuple qui a décidé de ne plus plier. Face à la tempête, Ibrahim Traoré et son gouvernement tracent une ligne claire. Transformer la résistance en méthode, la souveraineté en système. Cette feuille de route repose sur 5 piliers, concrets et progressifs. D'abord, la sécurité territoriale, recomposition des forces armées, renforcement du renseignement intérieur, coopération tactique avec les armées du Sahel. Objectif, rendre chaque région capable de s'autodéfendre sans dépendre d'un soutien étranger. Ensuite, l'autonomie économique, nationalisation partielle des ressources minières, relance de l'agriculture vivrière, création d'un fonds souverain régional avec le Mali et le Niger. Ces mesures ne promettent pas la richesse, mais la maîtrise des flux vitaux. Puis la réforme institutionnelle. Réduction de la centralisation, montée en puissance des autorités locales et intégration de la jeunesse dans les structures décisionnelles. Une gouvernance horizontale pour limiter la fragilité verticale. De plus, la communication stratégique. Lutter contre la désinformation par un réseau de médias panafricains coordonnés. Montrer que la vérité africaine ne doit plus être importée ni traduite. Enfin, la mémoire et la continuité. Construire des programmes éducatifs ancrant la pensée de Sankara et de Traoré dans la conscience civique. Une jeunesse qui connaît son histoire ne se soumet plus facilement à celle des autres. Ce plan n'est pas un rêve, c'est une discipline. Il reconnaît que la souveraineté n'est pas un État, mais un effort constant. Et si le Burkina Faso parvient à suivre cette route, alors, au-delà des frontières, l'Afrique entière pourrait apprendre qu'il existe une voie médiane entre soumission et isolement. Dans les ruelles sombres de Ouagadougou, là où les voix s'éteignent quand les sirènes passent, une image persiste, celle d'Ibrahim Traoré, marchant, tête nue, parmi les soldats. Pas de discours, pas d'appareil, juste un silence partagé entre ceux qui veillent encore. Ce geste, simple et brutal, rappelle celui de Thomas Sankara. Affronter la nuit sans escorte, comme pour prouver que la peur n'a pas gagné. Les mêmes symboles reviennent, le drapeau levé à bout de bras, les mots « dignité » et « terre » tracés à la craie sur les murs d'école. Rien d'héroïque, tout d'humain. Dans ces instants suspendus, le combat cesse d'être politique pour redevenir vital, exister sans permission. Et lorsque le jour se lèvera sur Ouagadougou,
Nul ne saura encore si la tempête aura passé. Mais une chose restera certaine. Dans l'histoire longue de l'Afrique, il y aura eu ce moment où un jeune homme nommé Ibrahim Traoré aura tenu tête à l'invisible. Une phrase, courte, le résume. Celui qui se tient debout enseigne déjà. Alors que la poussière retombe lentement sur Ouagadougou, une conviction s'impose. Le destin du Burkina Faso n'est pas isolé. Il parle pour tous. Ce qui se joue ici n'est pas seulement une lutte de pouvoir, mais un test de conscience collective. Chacun, où qu'il soit, peut y prendre part, par la parole, par la vigilance, par la mémoire. Car défendre la souveraineté, ce n'est pas porter les armes, c'est refuser l'amnésie. Refuser que d'autres racontent à notre place ce que nous avons vécu, voulu, bâti. Dans chaque ville d'Afrique, dans chaque diaspora, la voix d'Ibrahim Traoré résonne comme un rappel tranquille. Se taire, c'est céder. Le choix, désormais, appartient au peuple. Transformer l'émotion en construction, la colère en cohérence, la solidarité en système. L'histoire n'attend pas les parfaits, elle suit ceux qui persistent.